Eh ben alors allons-y, puisque c'est comme ça, on y va. Donc, shalom les koulam, on revient dans notre étude du Sefer Yehoshua et nous sommes au chapitre 15, verset Aleph. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça y est, la répartition des tribus d'Israël dans leur lopin de terre a commencé. Mais on a commencé d'abord avec les deux tribus ennemies qui sont à l'est du Jourdain. Alors pourquoi est-ce qu'on commence avec eux? Pour deux raisons. Une raison pragmatique et une raison profonde. La raison pragmatique, c'est que ça fait quand même 14 ans que ces mecs-là ne sont pas rentrés chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont laissé leur famille, femmes et enfants, de l'autre côté du Jourdain, et ils sont venus faire la guerre avec les Bnei Israël à l'ouest du Jourdain. C'est-à-dire que, imaginez-vous, tout le camp d'Israël, à cette époque-là, la capitale d'Israël, on l'avait déjà évoqué, elle est Bagilgal. Ok, Bagilgal, c'est-à-dire dans la région de Kvish Mispar Echad, entre Jéricho et Jérusalem. Eh bien, tout le peuple est là-bas. Résultat des courses, lorsque on fait une guerre par-ci par-là, après les soldats ils peuvent revenir à la maison chez leur famille. Alors que les tribus de Réhouven et Gad, eh bien eux, leur famille, elle est de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est vraiment des gens qui vont pas voir leur famille pendant 14 ans. C'est la moindre des choses que c'est à eux qu'on donne en premier. D'autre part, et ça c'est la raison plus profonde, n'oubliez pas que la partie à l'est du Jourdain est là pour servir de trait d'union avec les nations. Je vous rappelle la géographie d'Israël. Nous avons Israël. À l'ouest, c'est la mer Méditerranée, donc pas de contact avec d'autres civilisations. Au sud, c'est le désert, donc pas de contact avec d'autres civilisations. Au nord, le Liban de l'époque était une forêt impraticable, il n'y a personne. Il faut remonter beaucoup plus haut jusqu'à Tzor pour retrouver des gens. Donc là aussi, au nord, on est isolé. Et il y avait l'Est. Et l'Est, c'était la zone où il y avait un contact avec d'autres nations, en l'occurrence Sichon et Og, mais vu qu'ils nous ont fait la guerre et qu'on les a battus, maintenant il n'y a plus personne là-bas. Ce qui fait que si on ne met pas des tribus là-bas, eh bien en fait, Israël sera isolé de tout contact avec l'humanité. Et donc, le fait de placer des tribus à cet endroit-là permet de garder le contact entre Israël et l'humanité. C'est donc pas pour rien que les deux tribus qui sont là, Gad et Réhouven, eh bien, forment les initiales du mot guerre, le converti. De la même façon que le guerre, eh bien, au niveau individuel, il sert de trait d'union entre la nation de laquelle il vient et le peuple juif dans lequel il arrive, eh bien, les tribus de Réhouven et Gad servent de trait d'union également avec l'humanité. Donc maintenant qu'on a fini le partage des terres de la tribu de Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, eh bien, on a expliqué pourquoi. Maintenant, nous pouvons arriver dans la partie ouest du Jourdain, à savoir Eretz Kenaan. C'est-à-dire, alors allons-y. Au niveau de la Kedusha, au niveau de la sainteté, il y a une sainteté particulière à Ever à Yarden, c'est-à-dire la partie de Reuven, Gad et Ménaché. Elle est donc plus kadosh, c'est-à-dire quand tu te balades en Jordanie, tu te balades dans un endroit plus kadosh qu'à New York, mais c'est quand même moins kadosh que de l'autre côté du Jourdain, dans ce qu'on appelle Eretz Kenaan. C'est-à-dire, alors allons-y. ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם, אל גבול אדום מדבר צין נגבה. Alors, Miktsé, Théman. Alors, Théman, ici, c'est pas le Yémen, c'est le sud. Alors, c'est où la frontière de Yehuda? Venez, on va voir. ויהי להם גבול נגב, מקצה ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה. Donc, la première frontière de Yehuda, la frontière sud-est de Yehuda, c'est le sud de la mer Morte. Voilà, pas compliqué. Alors, je vous mets comme d'habitude notre petit... Ah, oui, non, c'est vrai. Je ne peux pas vous montrer ça en même temps qu'il y a le texte.
Bon, alors on fera ouais, bon voilà. Hop là, où est ma petite carte? Attends, hop, 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 הנה, Yehuda. Voilà. Alors je vous mets ma petite carte comme d'habitude. Hop là, je vous l'agrandis bien sûr, mais évidemment quand on l'agrandit, on voit plus rien, donc c'est pas très intelligent. Voilà. Donc, vous avez ici la frontière sud de Yehuda. Elle va partir. Vous voyez ma souris? Ouais, vous voyez ma souris? Yofi. Elle part donc du sud de la mer Morte. Ça, c'est la frontière sud-est de Yehuda. D'accord? Alors, je reviens dans le texte. On va jongler un peu entre le texte et la carte. Monsieur texte. תודה רבה. Donc, ויהי להם גבול נגב, מקצה ים המלח מן הלשון הפונה נגבה, ויצא אל מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינה, ועלה מנגב לקדש ברנע, ועבר חצרון, ועלה עד דרה, ונסב הקרקעה, ועבר עצמונה, ויצא נחל מצרים, והיה תוצאות, ou alors והיו, il faut lire, תוצאות גבול ימה, זה יהיה לכם גבול נגב. Donc là, encore une fois, je reprends ma carte. Hop là. Je reprends ma carte. Et donc, j'arrive, on avait dit donc à la frontière sud de la mer Morte. Et ensuite, on va aller derech Ma'ale Akrabim. Alors, je vais essayer de trouver une meilleure carte parce que elle ne nous montre pas tout ce qu'il faut voir. Attends 2 secondes. Hop, 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 hop. Voilà, ce sera mieux. Ouais, ce sera mieux comme ça. Ok. Donc, je vous partage cette nouvelle carte. Yofi. C'est la carte qu'on avait vue par rapport aux rois, aux différents rois d'Israël. Je vais l'agrandir. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, nous avons bel et bien le sud de la mer Morte. Et en fait, vous voyez, là où il y a marqué Negev, ici, au sud de Arad, eh bien, vous avez une espèce de zone comme ça qui est brune. Cette zone brune, c'est la chaîne de montagnes du Negev. Et juste en dessous de cette zone brune, donc à peu près ici, vous avez les fameux cratères de Mitzpe Ramon, le petit cratère, le grand cratère et le cratère de Ramon. Eh bien, en fait, quand vous descendez, cette zone-là, c'est ce qu'on appelle Ma'ale Akrabim. C'est ce qui monte au-dessus du canyon de Mitzpe Ramon, qui va remonter vers la chaîne de montagne. C'est ce qu'on appelle Ma'ale Akrabim. Eh bien, cette zone-là, qui va jusqu'à la frontière avec la mer, donc Nahal Mitzraïm, eh bien, c'est la frontière sud de la terre d'Israël. De la terre d'Israël, oui, aussi de la terre d'Israël, mais c'est la frontière sud de Yehuda. D'accord? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ben, c'est-à-dire. Alors maintenant, on reprend le texte. Agav, Maale Akrabim, certains ont voulu, en se trompant dans la traduction de Rabbeinu Saadia Gaon, dire que Maale Akrabim, c'était Akaba. Pourquoi? Parce que dans les traductions, il y avait marqué Akrabim, Akbe. Mais en fait, c'était pas Akaba, c'était Maale Akrabim. Donc, ça ne va pas jusqu'à Elat, ça va jusqu'à Mitzpe Ramon à peu près. OK? Donc ça, c'est la frontière sud de Yehuda. Au Gvul Kedma, donc c'est quoi la frontière ouest de Yehuda? Yam HaMelach.
עד קצה הירדן, וגבול לפעת צפונה, מלשון הים, מקצה הירדן. Donc, c'est quoi la frontière? Donc, ouest, on a dit, c'est... j'ai dit ouest, n'importe quoi. Personne ne me reprend. Personne ne me reprend. Donc, ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi. On peut dire tout ce qu'on veut ici. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ce cours. N'importe quoi. La frontière est, les amis. Ah là là, n'importe quoi. Kedem. Kedem, c'est l'est. Ugvul kedma, Yam HaMelach, Ad Ktseh HaYarden, Ugvul Lifat Tzafona, Milshon Hayam, Miktseh HaYarden. Donc la frontière est, évidemment, c'est la mer Morte jusqu'à l'embranchement du Yarden avec finalement les sources. Donc en fait, c'est la route numéro 1. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre la voiture, Zekvish Mispar Echad, c'est l'endroit où va se connecter la frontière est et la frontière nord de Yehuda. Ve'ala Gevul Bet Chogla, ve'avar mitzafon le Bet Ha'arava, ve'ala Gevul Even Bohan Ben Reuven. Donc on est vraiment là. Bet Ha'arava, quand vous prenez la route de la mer Morte et que vous tournez Bekvish Mispar Echad, vous tournez entre le Kvish Tishim et le Kvish Mispar Echad, eh bien vous avez d'abord le magasin avec le chameau qui est beaucoup trop cher pour les enfants, qui s'appelle le Tzomet al-Lido, et ensuite, un tout petit peu plus loin, vous avez un yishuv qui s'appelle Bet Ha'arava, qui a été construit sur les vestiges du Bet Ha'arava de l'époque de la Torah. D'accord? Donc on est vraiment là-bas, c'est la frontière est de la tribu de Yehuda. Ve'ala Gevul Devira, Me'emek Achor. איפה זה עמק אחור? Eh bien, עמק אחור, c'est la vallée maudite. C'est quoi cette vallée maudite? Ben, c'est la vallée maudite depuis Yoshua, qu'il a dit qu'on n'avait pas le droit de reconstruire Jéricho, Yéricho. Donc, nous sommes vraiment dans cette région-là de Yéricho, כביש מספר 1. וצפונה פונה אל הגילגל, אשר נוכח למעלה אדומים. On a expliqué, à Gilgal, c'est ce qu'on a aujourd'hui entre Jéricho, on a dit, et Jérusalem. Pour être exact, on est plus entre Mitzpeh Yericho et Kfar Adumim actuel. Ça, c'est à Gilgal. Et vu que c'est très certainement là-bas que les Bnei Israël venaient se ravitailler en nourriture, bah, c'est la raison pour laquelle eh bien, le restaurant qui s'appelle Moshe Pizza a ouvert à cet endroit-là, à Kfar Adumim. Voilà, je ne vois pas d'autre explication. Donc, pour continuer la massorette de nourrir les Bnei Israël à cet endroit-là. En tout cas, la Gvoul arrive jusqu'à Maale Adumim. Vous savez très bien où est Maale Adumim, à côté de Jérusalem. Asher min Negev la Nachal. Et c'est Nachal. On parle de Nachal Prat, avec tous les tioulim qu'on peut faire à En Prat, En Fouar, Vadi Kelt. Ça, ce sont les Nechalim qui bordent la frontière nord de Eretz Yehuda. C'est un endroit qui est très important. Et là, il faut qu'on sorte 2 secondes de la géographie. Alors, vous savez quoi? Pendant qu'on sort de la géographie 2 secondes, je vous remets ma petite carte. Comme ça, pendant que je parle, vous pourrez voir la géographie. Hop là, hop. Voilà, je vous remets par contre la meilleure carte, celle qui est plus détaillée sur Yehuda. Hop, voilà. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, nous sommes, vous voyez ici, au nord de la mer Morte, l'embouchure avec le Jourdain, et en fait, ça tourne vers le Gilgal, et ça va arriver jusqu'à Jérusalem. Donc là, on a parlé de toute cette zone-là. Eh bien, cette zone-là, qui est la zone entre Yericho et Yerushalayim, qui est la zone de Nachal Kelt, de Nachal Prat, eh bien, c'est une zone qui est très importante. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est par là qu'on monte vers la Shrina. C'est par là qu'on monte vers la présence divine. Ce n'est pas seulement une réalité géographique. Comprenez bien que les Bnei Israël rentrent par Yericho,
Yéricho qui est au même niveau que la mer Morte. C'est-à-dire, il n'y a pas de dénivelé entre Jéricho et la mer Morte. Et comme vous le savez, eh bien, la mer Morte, Yéricho, sont les endroits les plus bas de la planète. Il y a, quand vous alliez sur la plage de Kalia, donc Mamash, à quelques kilomètres de Yéricho, quand vous allez sur la plage de Kalia, au nord de la mer Morte, vous avez là-bas un petit café sur la plage qui porte le nom le café le plus bas du monde. Sauf que lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu que le prix du café était le plus haut du monde. J'ai dit, c'est quand même bizarre. Mais bon, ils n'ont pas voulu me faire une ristourne. En tout cas, les amis, là, on est en l'endroit le plus bas de la Terre. Mais c'est pas seulement l'endroit le plus bas de la Terre au niveau topographique. C'est également l'endroit le plus bas de la Terre au niveau moral. Eh oui, c'est là que s'est passé l'événement de Sdom vers Amora. Alors Sdom vers Amora, c'est au sud de la mer Morte, mais on est sur la même topographie, on est au même niveau physiquement, quoi. Et donc, ben, on voit que l'entrée par la terre d'Israël, d'ailleurs, et pas, on avait vu au début du livre de Yoshua, passe par la maison de Rachav, Aïcha, Azona, que tous les rois de Canaan passaient par là. C'est-à-dire qu'au niveau de la bassesse morale, ça se pose là. Maintenant, c'est par là qu'on doit commencer à remonter vers Yerushalayim, vers la Kedusha. Et là, ce n'est pas seulement une montée topographique, parce qu'elle existe, il y a plus d'1 kilomètre de dénivelé entre la mer Morte et Jérusalem. Donc, on est vraiment, enfin, vraiment sur une montée physique. Mais au-delà de cela, eh bien, nous sommes également sur une montée évidemment spirituelle, rouchanite, kdushatite, morale, tout ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, si je parle dans l'autre sens, depuis Jérusalem jusqu'à Yéricho, eh bien, nous dira le Navi que Ma'ayan yetse mi bet Hashem, c'est ça la névoie de Zecharia Navi pour la fin des temps, c'est que une source sortira d'eau, sortira de Bet Hashem. En fait, elle vient pas de Bet Hashem. Enfin, oui, elle vient de Bet Hashem, mais elle vient des sources d'eau qui sont sous l'Arabaït. Et elle va aller arroser Nachal Hashitim. Nachal Hashitim, c'est quoi? Bien, c'est la vallée de Yéricho. Donc, il doit y avoir une eau de vie qui doit être capable d'arroser jusqu'à là-bas, d'influencer jusqu'à là-bas. Vous allez me dire, c'est bien beau ta description, mais il y a juste un problème. Parce que moi, j'ai été me balader dans la région, et il y a juste un problème, c'est que entre Jérusalem, le Beth Amikdash et Jéricho, il y a un truc qui bug, il y a un truc qui gêne. C'est quoi le truc qui gêne? Har HaZeitim. Eh oui, le mont des Oliviers, qui est plus haut que le Harabaït, eh bien, il gêne. Je veux bien qu'il y ait de l'eau qui sorte du Harabaït pour arriver jusqu'à la mer Morte, mais quand elle va arriver sur le mont des Oliviers, ça va gêner. Et c'est pour ça que le Navi Zecharia nous dit que Altidag, Amaradag, il y a un moment donné où le mont des Oliviers blam, va s'ouvrir en deux pour laisser passer l'eau qui va sortir jusqu'à Nachal Hashitim. Alors, si vous avez prévu de vous balader sur le mont des Oliviers, alors faites bien attention, parce que ça serait quand même ballot que ça s'ouvre au moment où vous êtes dessus. Surtout si vous êtes à l'endroit de l'ouverture. Et vous allez me dire, oui, mais c'est où l'endroit de l'ouverture? Qu'à cela ne tienne, nos amis chrétiens nous ont donné la solution, puisqu'ils ont créé sur tout le flanc du mont des Oliviers 3 églises sur la même ligne du haut vers le bas, qui s'appelle l'église de Gatchemani en bas, enfin, oui, au sol, quoi. Au milieu du Harazetim, nous avons l'église de Dominus Flevi. Et au-dessus, nous avons l'église de la Aliyah. Et donc, c'est très bien, ça fait une ligne. Comme ça, Dieu il saura exactement où il faut ouvrir. Donc, si vous baladez la prochaine fois au Mont des Oliviers, eh bien, si vous sentez que ça commence à bouger, je vous invite à prendre un côté ou l'autre pour ne pas être au milieu.
Donc voilà, les amis, tout ça c'est humoristique, mais ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est exactement de cela dont on parle. Le but de Jérusalem est d'être capable d'arroser, d'abreuver Nachal Hashittim, Yam HaMelach, Yericho et Mekachot. Et donc, c'est pas pour rien que la frontière de Yehuda, eh bien, on nous parle de chaque étape pour arriver à Jérusalem. D'accord? Ben, alors, on revient dans notre texte. Yofi. והיו תוצאותיו, סליחה, עוד פעם, ועלה גבול דבירה מעמק החור וצפונה פונה לגלגל אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב לנחל. Et alors oui, c'est très bien, on garde le texte, mais j'avais dit, ah, très intéressant, d'accord, il y a des roquettes au-dessus de Lod. Très bien. Donc si vous êtes à Lod, amusez-vous bien. Euh, donc, on a dit Minegev le Nahal. Donc on a dit c'est quoi ce Nahal? Donc on a expliqué l'importance de l'eau dans cette région-là. Eh bien, sachez que puisque le but de la Torah, c'est d'être capable d'amener l'eau depuis l'endroit le plus haut du monde à l'endroit le plus bas du monde, eh bien, sachez que lorsque les tzadikim voulaient se connecter à Dieu, ben c'est là-bas qu'ils allaient. Par exemple, nous trouverons le prophète Jérémie qui allait prophétiser en se baladant du côté de Vadikelt. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Rav David à Cohen, le Rav Anazir avait l'habitude d'aller se balader à Vadikelt, l'Echapes Nevoa. Il cherchait la névoie. Bon, il ne l'a jamais eu, mais il comprend que si on doit se préparer à recevoir la prophétie, c'est par là-bas que ça se passe. ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. איפה זה עין רוגל? Eh bien, עין רוגל, ça va être là que va s'autoproclamer roi Adonia. Alors, on est beaucoup plus tard, on est dans le livre de Melachim, mais c'est là-bas que Adonia va s'autoproclamer roi. Alors, c'est où En Rogel? Eh bien, En Rogel, c'est pas très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui En Yael, En Lavan. C'est toute cette, ce retsef de Mayanot dans la région là-bas. ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי, מנגב היא ירושלים. Ah, c'est donc où la gvoul nord de Yehuda, c'est Begei Ben Hinnom El Ketef Hayevusi. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'organiser des tioulim sur les traces du livre de Yehoshua. Alors, il y a plusieurs problèmes à cela, c'est qu'il y a plein de choses qui sont difficiles d'accès, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles d'accès, comme par exemple, on pourrait faire un tioul très facilement, parce que j'entendais parler qu'il faut se réunir à un endroit, je sais pas, on pourrait décider, je jette ça à Bahavir, hein, mais on pourrait décider que on fait un grand tioul. Alors la dernière fois, on a fait un tioul très rapide dans les ruelles de Jérusalem, mais on pourrait décider qu'on fait un grand tioul dans la région de Gay Ben Hinnom, allez, un petit 2 heures, 2 heures et demie de marche, comme ça, bien comme il faut, dans Jérusalem, et on terminerait sur la rencontre avec les rabbins. Voilà, ça peut être une ambiance, ça peut être une idée. Pour ce qui est des salles, il y a plein d'endroits là-bas où on peut prendre l'endroit, comme par exemple l'endroit qui s'appelle Café Bagaille. Café Bagaille, au-dessus de Gay Ben Hinnom. On peut se poser là-bas, ça peut être sympathique. J'ai lancé ça, chacun en fera ce qu'il veut. Ve'ala gvul Gay Ben Hinnom. Alors, c'est où Gay Ben Hinnom? Et les amis, Gay Ben Hinnom, c'est pas très compliqué. Vous avez déjà très certainement été à la Cinémathèque, à Jérusalem. Et bien, la Cinémathèque surplombe une vallée qui a été retapée par Reshut Ateva Ve'Aganim et qui est aujourd'hui très jolie. Et on peut pique-niquer là-bas et on peut passer des après-midi entières avec nos petits-enfants là-bas. Eh bien, ça, c'est Gay Ben Hinnom.
Maintenant, Gay Ben Hinnom, c'est pas un nom très joli. Enfin, le nom, il est parfait. Guy, ça veut dire une vallée. Ben Hinnom, c'est un monsieur. Il y a un monsieur qui s'appelait le fils de Hinnom. Donc c'est la vallée qui lui appartient. Gay Ben Hinnom. Mais le problème, c'est qu'Am Israël, il a décidé que là-bas, eh bien, il se connecterait à cet endroit-là pour faire les plus grandes bassesses morales, puisque c'est là-bas qu'on va mettre en place le temple de Molech. Et c'est là-bas qu'il y avait les sacrifices humains au Molech. Eh, c'est pas très très cool. Résultat des courses, nous dit le Sefer HaZohar, que c'est là-bas, Begei Ben Hinnom, qu'il y a le pétach du Gehinnom. Attention, du Gehinnom ou du Gehinnam. Les Ashkenazim disent Gehinnom, les Sfaradim disent Gehinnam. Eh bien, les amis, pour la première fois, et passant une pointe de satisfaction, je vous dirais qu'il semblerait qu'une fois n'est pas coutume, c'est les Ashkenazim qui ont raison. Puisque cet endroit à la base s'appelle Gei Ben Hinnom. Donc le fait qu'après, eh bien, on a appelé cet endroit Gehinnam, ben, c'est plus juste que Gehinnam. C'est-à-dire, pour une fois que les Ashkenazim peuvent avoir raison sur un truc, autant leur laisser. D'autant plus que c'est quand on parle du Gehinnom. Donc voilà. Maza Katef Shel Hayevusi. Akatev Shel Hayevusi, c'est ce qu'on appelle Ketef Hinnom. C'est lorsque vous partez de Emek Rephaim au bout d'Emek Rephaim, vous voyez qu'il y a, au bout d'Emek Rephaim, il y a une station essence. Une station essence qui est dans un parc qui s'appelle Ganapa Hamon. Et quand tu traverses la rue, il y a une fontaine. Une fontaine avec des lions. Elle s'appelle donc la fontaine aux lions. Ils ne sont pas foulés pour le nom. Et donc, quand tu prends cette fontaine-là et que tu vas descendre vers le musée Begin et donc le Gei Ben Hinnom, la cinémathèque, eh bien ça, cette cambrure comme ça du terrain s'appelle Ketef Hayevusi. Et pourquoi est-ce qu'on a mis une fontaine à Lyon à cet endroit-là? Eh bien tout simplement parce que le lion est le symbole de la tribu de Yehuda et que donc c'était pour marquer la séparation entre Yehuda et Binyamin. Ok, tout ce qui est de l'autre côté, c'est Binyamin. Tout ce qui est du côté est, c'est Yehuda. D'accord? Ça, vous voyez plus ou moins? Ok. ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גיא hinnom, yamma. Vous avez eu une Azaka, vous aussi. Non, nous, on n'a pas eu de Azaka. On a eu juste. Enfin, moi, j'ai eu dans le téléphone voilà, mais pas de Hazaka à Jérusalem. Nous, on a demandé que les Hazakot, ce soit que le Shabbat matin pour pouvoir se réveiller à temps pour aller à la Tfila. Donc, c'est pour ça que hier matin, on a eu notre Hazaka à 6h30 pour que les gens se réveillent. Voilà. Donc, Asher Biktse Emek Rephaim Tsafona. Ah, tu dis oui, à Betzaït, il y a eu la Hazaka. Top. Alors, ceux qui ont eu les Hazakot, mettez-vous à l'abri, mais ne nous perdez pas. Restez avec nous. Bekitsour, Emek Rephaim, c'est donc la frontière entre Shevet Yehuda et Shevet Ephraim et Shevet Binyamin. C'est, vous savez, quand on parle de Jérusalem, parce que on a parlé des frontières, on a parlé des endroits, et ça nous parle sans nous parler parce que c'est des territoires qu'on connaît moins. Mais quand on arrive dans Jérusalem, là, tout d'un coup, on connaît. Moi, la rue Emek Rephaim, je la prends tous les jours. Et je me dis, mais c'est dingue! Je suis tous les jours en train de marcher le long de la frontière entre Yehuda et Binyamin. Et la frontière va arriver où? Vetar הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל ערי הר עפרון, ותר הגבול בעלה, היא קריית יערים. Donc en fait, la frontière, elle va continuer aussi à l'ouest de Jérusalem, parce qu'elle va aller jusqu'à la mer. Donc, on est passé par la montagne, et ces montagnes, Arabaït.
Eh oui, la frontière Jérusalem, enfin la frontière Yehuda-Binyamin passe par le mont du Temple. Eh oui. Et donc, après, ça continue à l'ouest et ça va partir jusqu'à Kiryat Yearim, là où il y a le Malon, Maaleh Hamisha, dans toute la région là-bas. C'est la frontière ouest, nord-ouest de Yehuda. ותר הגבול בעלה היא קריית יערים, ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר, ועבר אל כתב הר יערים מצפונה, היא כיסלון, וירד בית שמש, ועבר תמנה. Alors Timna, évidemment, c'est pas le Timna qu'on trouve à côté de Elat, bien évidemment. Mais ici, on est dans la région de Beth Shemesh. Timna, qui était l'endroit où Shimshon a trouvé sa compagne. C'était pas le Timna du sud, c'est le Timna à côté de Beth Shemesh. C'est-à-dire, donc, on est dans la région de Beth Shemesh, on a fait tout un cercle, en fait, comme ça, pour expliquer quelle est la tribu de Yehuda. ויצא הגבול אל כתף עקרון, צפונה, ותר הגבול שקרונה, ועבר הר הבעלה, ויצא יבנאל, והיו תוצאותיו גבול ימה. Donc en fait, on a fait, pour bien comprendre, on est parti de la frontière sud, on est parti ensuite à l'est et on est parti au nord. Et en fait, on arrive où? Jusqu'à Ekron. Mais c'est où Ekron? À Botaï. Est-ce que vous avez entendu parler d'un endroit dans le nord d'Israël qui s'appelle Akko? C'est Akko, bien sûr. Ma question est la suivante. Comment ça s'appelle Akko en français? Très souvent, quand on doit traduire un nom d'endroit en français, ben on va franciser le nom. Quand est-ce qu'on va franciser? Lorsqu'il y a une prononciation qui est difficile pour la langue française. Donc, par exemple, Hebron deviendra Hébron. Très bien. Mais Tel Aviv reste Tel Aviv, parce que c'est pas compliqué de dire Tel Aviv en français. Akko, c'est pas très compliqué à dire en français. Tu pourrais dire Akko. Tu dis bien Ajaccio. C'est plus dur, Ajaccio. Tu pourrais dire Akko. Alors pourquoi les Français ont appelé cet endroit Acre? Eh bien, tout simplement parce que lorsque les croisés arrivent à Akko, ils connaissent la Bible, mais ils connaissent rien à la géographie d'Israël. Ils savent qu'il y a une ville sur la mer qui s'appelle Ekron, et eux sont persuadés d'être arrivés à Ekron. Le problème, c'est que Ekron, c'est au sud de Ashdod. C'est pour ça qu'ils ont appelé l'endroit Saint-Jean d'Acre, alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec la ville de Ekron. Voilà, petit bug croisé, ça fait pas de mal. Et donc, la frontière nord-ouest de Yehuda, c'est Ekron. On a dit au sud de Ashdod. C'est la frontière nord-ouest. Ça veut dire que ce qui est au sud, ben, ça fait partie de Yehuda. Et qu'est-ce qu'il y a au sud? Eh bien, il y a une certaine bande qui s'appelle la bande de Gaza. Les amis, la bande de Gaza fait partie intégrante de la tribu de Yehuda. Eh, mais Gaza, ça fait pas partie d'Israël? Si. Gaza fait intégralement partie de la tribu de Yehuda. Ugvul Yam, et quelle est la frontière donc ouest de Yehuda? Hayam Agadol Ugvul. Zegvul Bene Yehuda, Saviv le Mishpechotam. Donc c'est pas compliqué, la frontière ouest, c'est la mer Méditerranée depuis Ekron jusqu'à Nachal Mitzrayim. Donc toute la région depuis Ashdod, on va dire Ashdod c'est plus facile à se repérer, jusqu'à minimum la vallée de El Arish. Ok? Ça, c'est la frontière ouest de Yehuda. Alors, ולכלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה. על פי השם,
Lehoshua et Kiryat Arba, Avi Ha'anak, Hi Chevron. Alors on nous dit que à l'époque du roi David, Gaza faisait partie d'Israël. Non, parce qu'on n'a pas réussi à déloger les Plishtim. Donc à ce moment-là, à l'époque de David, ça n'est pas encore Israël. Lorsque David sera roi, ça deviendra Israël. Mais à l'époque où David entre en scène, c'est encore contrôlé par les Pelishtim. D'accord? Mais Eretz Pelishtim, comme son nom l'indique, c'est une terre de ceux qui sont venus, l'Ifloch. Ce n'étaient pas les autochtones à la base. D'accord? Ou le Kalev Ben Yefoné. Donc Kalev, il a reçu la ville de Hebron, al pi Hashem. Pourquoi? Parce que Moshe lui avait déjà promis, lorsque il est arrivé dans le complot des explorateurs, lui, il est parti à Hebron. Il n'est pas tombé dans le complot des explorateurs. Et donc, Moshe lui dit, ou les Kalev natati et Hebron, ki ruach acheret haïta imo. Et donc, lorsque il vient voir Yehoshua, Kalev, il lui dit, Moshe m'a promis Hebron, si j'arrive à la prendre, je vais la prendre. Et donc finalement, ben, c'est Kalev qui hérite de la ville de Hebron. Vayoresh misham Kalev et shlosha bene Anak. C'est qui les bene Anak? Et Sheshai, et Achiman, et Talmai, Yelide Anak. Alors c'est qui ces trois géants qu'il y avait à Hebron? Alors quand on dit géants, comprenons-nous bien, on ne parle pas des géants qu'il y a dans l'histoire de Jack et le haricot magique. On ne parle pas de gens qui font 10 mètres de haut. Des géants, c'est des gens qui font 2 mètres, 2 mètres 20. C'est grand. Goliath, 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 il faisait 2 mètres 70. Ça, c'est grand. C'est grand. Mais c'est pas non plus les légendes qu'on a pu entendre quand on était jeune. C'est qui ces trois géants? Sheshai, Achiman et Talmaï. Ce sont les géants qui ont fait que les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ils ont dit au Bnei Israël, Yesh Anakim. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer. Eh bien, en fait, ces trois géants ne sont pas seulement des gens de grande taille, mais ils représentent trois montagnes énormes que les Juifs ont du mal à passer pour faire leur alliance. C'était vrai à l'époque des explorateurs, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est quoi ces trois montagnes très difficiles à passer? Eh bien, c'est Sheshai, Achiman et Talmaï. Mazé Sheshai. Sheshai, c'est Bigdé Shesh. Bigdé Shesh, ce sont des habits de guerre. En d'autres termes, il y a des gens qui ont du mal à venir en Israël parce qu'ils ne veulent pas aller à l'armée, parce qu'ils ne veulent pas avoir des tirs de roquettes. Et donc, ils se disent, moi, je préfère rester en France. C'est vachement mieux en France. Au moins, je peux faire confiance à l'armée française et à Macron pour me protéger de l'islamisme. Et donc, je suis en sécurité en France. Et donc, je ne partirai pas en Israël. Parce qu'en Israël, si je pars, mon fils, il doit faire l'armée. Donc, je préfère ne pas partir. Ça, c'est une première raison de ne pas partir. La deuxième raison, c'est Achiman. Achiman, c'est la notion de ah bah, j'espère que tout va bien. Achiman, c'est la notion de achva. C'est la notion d'amitié. C'est la notion de finalement vie sociale. Et donc il y a des gens qui te disent, moi je vais pas venir en Israël parce que j'ai déjà ma petite vie sociale, j'ai mes amis, je peux pas partir en Israël, je vais pas tout quitter, tout mon confort de société pour venir en Israël. Et puis il y a un troisième problème, c'est Talmaï. Talmaï zatlamim shel asadeh. C'est l'argent. C'est l'argent. Et donc il y a des gens qui disent, je viens pas en Israël parce que en Israël, la vie, elle est compliquée, c'est très cher, voilà, je préfère rester à Berlin. Eh bien, vous remarquerez que, sinon pas 100%, 99% des gens que vous connaissez qui viennent pas en Israël, c'est pour une des trois raisons, voire deux des trois raisons, soit les trois raisons qu'on vient d'évoquer. Soit des raisons de crainte au niveau de sécurité, soit des raisons financières, soit des raisons sociétales. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil.
ויעל משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים, קריית ספר. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la ville de Kiryat Sefer, qui est construite juste à côté des vestiges de l'ancienne ville de Kiryat Sefer. Et là-bas, quand il est arrivé à Kiryat Sefer, qui est à côté de Hebron, ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולכדה ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה. מה זה אכסה? C'est quoi ce nom? C'est pas un nom que tu as l'habitude de donner à ta fille. Arsa, c'est un bijou. Dans la langue de l'époque, Arsa, c'est un bijou. Donc, celui qui arrivera à prendre Dvir, je lui donnerai ma fille Arsa en mariage. Vaïlkeda Otniel ben Kenaz, Achi Kalev. Vaïtenlo et Arsa bito leisha. Donc, c'est qui finalement va conquérir Dvir, Kiryat Sefer? Eh bien, c'est Otniel ben Kenaz. Alors, on a un grand problème ici, évidemment, c'est qu'on nous dit qu'il est le frère de Kalev, mais le problème, c'est qu'il s'appelle Ben Kenaz, alors que Kalev, il s'appelle Kalev ben Yefouné. Donc, il y a deux avis dans le Talmud. Est-ce que Yefouné, c'est Kenaz? Ou alors, ils étaient frères de la même mère, mais pas du même père. C'est-à-dire? En tout cas, Otniel ben Kenaz fait évidemment partie de la famille dirigeante de Yehuda. Otniel ben Kenaz va devenir plus tard le premier des Shoftim. Il deviendra après Kalev et après Narshon ben Aminadav avant lui, il deviendra le chef de la tribu de Yehuda. Et donc, c'est Otniel qui va se marier avec la fille de Kalev. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתתה לי גולות מים, ויתן לה. ונתתה לי ישראל גולות מים, ויתן לה את גולות עליות ואת גולות תחתיות. Zot Nachalat Mate Bene Yehuda, le Mishparotam. Alors, c'est quoi cette histoire? Arsa, elle vient voir son père et lui dit bon, t'es marrant, Kalev, tu nous as donné Dvir, c'est bien gentil, mais il n'y a pas d'eau. Parce que la ville de Dvir est alimentée par les sources qui sont adjacentes à Dvir. Donc, tu ne peux pas me donner que Dvir. Il faut que tu me donnes aussi l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fille de la Malchoute, donc la fille Arsa de Kalev, qui est le représentant de la Malchoute, c'est la fille de la Malchoute qui vient donner comme explication à la Malchoute que la Malchoute a besoin de Torah. En Maïm est la Torah. Kalev, il est la Malchoute. Arsa, elle est celle qui rappelle que dans cette Malchoute, il faut ramener également la Torah. C'est-à-dire, la reine, elle lui dit donne-moi Gulot Maïm Elionot ve Maïm Tartoniot. Je veux Torah Shebirtav et Torah Shebealpe. C'est-à-dire, ce verset est l'un des versets les plus fondamentaux quand on parle de Yom HaAtzmaut, quand on parle de notre réalité, où on a reconstruit la Malchut, et maintenant il faut lui insuffler la Torah. C'est-à-dire, eh bien, tout part de ce verset-là, et je répète, Tomer tena li beracha, ki eretz hanegev netatani, venatata li gulot maim veiten la et gulot illiot, elionot, vegulot tartiot, tartonot. C'est-à-dire, tout ce verset, c'est le programme du Shlav 3 de la Géoula. C'est-à-dire, la Géoula, elle est en 3 étapes. La première étape, nous dit Sefer HaZohar dans la paracha de Vaishlach, la première étape, c'est Mizot Anishkafa Komo Shachar. Mizot Anishkafa Komo Shachar, c'est Atralta de Géoula. C'est comme l'aube, l'aurore qui est en train d'arriver. Ça, c'est le réveil des Chachamim au 19e siècle. La première alia, le baron de Rothschild, tout ça, c'est Mizot Anishkafa Kemo Shachar. Ensuite, il y a la deuxième étape de la Géoula qui s'appelle Yafa Kalevana. Yafa Kalevana, c'est Levana Zamalchut, donc c'est la reconstruction de l'État d'Israël. Et ensuite, la troisième étape, c'est Bara Kachama, c'est lorsqu'on vit une vie connectée totalement à la Torah.
C'est-à-dire, donc ce sont les 3 étapes et ici, dans ce verset, la fille de Caleb vient nous expliquer cela. אוקיי, זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם, ויהיו הערים מקצה למטה יהודה אל גבול אדום בנגבה. C'est Yeshurun aussi. Là, alors, Yeshurun, c'est lorsqu'on a terminé, c'est-à-dire que lorsqu'on a atteint Barak Hachama, alors on devient Yeshurun. C'est-à-dire, à la fin du processus de Barak Hachama, on arrive à Yeshurun. Donc, quelles sont les villes qu'il y a dans la tribu de Yehuda? El Gvul Edom, Benegba, Biktse, Kartiel, Ve'eder, Ve'yagur, Ve'kinna, Ve'dimona, Ve'ada, Ve'kedesh, Ve'chatzor, Ve'itnan, Zif, Ve'telem, Umelaot, Ve'chatzor, Chaddata, Ukriot, Chetzron, Ichatzor, Amam, Ushema, Umolada, Ve'chatzor, Gada, Ve'cheshmon, ובית פלט, וחצר, שועל, ובאר שבע, סליחה, בעלה ואיים, ועצם, ואל תולד, וכסיל, וחורמה, וציקלג, ומדמנה, וסנסנה, ולבאות, ושלחים, ועין ורימון, כל ערים 29 בחצריהם. Ça c'était בנגב. Ensuite on te dit, Bashvela, Eshtaol Vetzorah. Eshtaol Vetzorah, c'est quoi cet endroit-là? C'est là où va se passer l'histoire de Shimshon, et c'est là où va se passer également l'histoire de David et Goliath. Vezanoar ve'enganim, tapuar ve'einam, yarmout ve'adulam, socho ve'azeka. Iné, socho ve'azeka. Entre la colline de Socho et la colline de Azeka, se déroule l'histoire de David et Goliath. Pour le prochain Tioul, évidemment, on ira à Socho et à Azeka pour raconter l'histoire de David et Goliath et de voir le périmètre des villes de Yehuda. Vesha'araim, ve'aditaim, ve'agedera, ve'gederotaim, arim 14 vechetzeren. צנען וחדשה ומגדל גד ודלען ומצפה ויקתיאל, לכיש ובצקת ועגלון וחבון ולחמס וכתליש וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה. ערים 16 וחצריהם. Tous ces endroits-là, Tsiklag, Beth Dagon, c'est des endroits qui étaient conquis par les Philistins. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup dans le livre de Shmuel, on va voir que David va avoir fort à faire avec Tsiklag, avec Beth Dagon, plein d'histoires là-bas. Livna ve'et er ve'ashan, ve'iftach ve'ashna ve'netziv u'netziv, u'keila ve'achziv u'maresha, arim teisha ve'chetzrehem. Ekron, on est passé sur la frontière nord-ouest. עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהם, אשדוד ובנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים. Donc c'est clair que Haza fait partie. Ok, elle est dans la liste des villes qui appartiennent à Yehuda. Donc arrêtez de dire non mais Gaza c'est pas vraiment d'Eretz Israël. Il faut juste lire. Et à un moment donné, והים הגדול וגבול, ובהר שמיר ויתיר וסוחו, ודנה וקריית צנה היא דביר, וענה ואשתמו, וענים, וגושן, וחולון, וגילו, ערים 11 וחצריהם. Évidemment que Goshen, c'est pas la Goshen, il y a en Égypte, hein, bien sûr. ערב ורומה, והשען, וינום, ובית תפוח, ואפקה, וחומתה וקריית הארבע היא חברון וציהור 14 ערים 9 וחצריהם מעון כרמל וזיו ויוטה ויזרעאל ויוקדעם וזנוער הקין הגבעה ותמנע ערים 10 וחצריהם חלול בית חצור וגדור ומערה ובית עונות ואל תקון ערים 6 וחצריהם. Alors, deux secondes. קריית בעל היא קריית יערים וארבע, ערים 2 וחצריהם.
במדבר בית הערבה, מדין וסככה, והנבשן ועיר המלח. עיר המלח, c'est la région de En-Gedi, ואין-גדי le lui-même, bien sûr, ערים שש וחצריהם. ואת היבוסי יושבי ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. Celui qui va conquérir Yerushalayim, c'est David. Et donc, c'est pas encore à l'époque de Joshua, il faudra attendre encore 400 ans avant que Jérusalem ne soit conquise par les Béné Israël. Alors, on a lu plein de noms de villes. Juste avant que vous posiez les questions, je vais vous remontrer une dernière fois la carte. Et je vous remonte donc juste la carte de Yehuda. Toutes les villes qu'on a évoquées, elles sont dans ce périmètre. Et à chaque fois que on a fait une liste de villes et qu'on a dit voilà, il y en a 19 et Chatzerehem, c'est les champs qui avoisinent la ville, à chaque fois. D'accord. Donc c'est toute cette région-là qui est la tribu de Yehuda, qui est la plus grande en termes de territoire de toutes les tribus d'Israël. Voilà, on a terminé le chapitre 15, la tribu de Yehuda. Les questions, c'est à vous de jouer. Alors, on a une question de Aaron. Shalom Rav. Je vais vous poser une question, mais peut-être vous avez déjà répondu. On a eu une afsakat Internet, je sais pas, peut-être vous avez répondu. Pour quelle raison Yehuda n'a pas conquis la bande de Gaza? Ah, pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas réussi, Ah, tout simplement. tout simplement. D'accord. Il faudra attendre les armées de Ok, David voilà. pour conquérir la bande de Gaza. Voilà. Voilà. Dans le chat, il y a des questions aussi. Shalom Arav, y a-t-il une signification particulière au nom de la fille de Caleb? Le nom de la fille de Caleb, c'est un bijou, c'est un tarchit. Et encore une fois, si on a expliqué que c'est elle qui nous enseigne qu'est-ce que c'est que la Torah, eh bien, hein, la Torah, elle est comparée également à Tarshit, à Di. Donc, il y a plusieurs endroits dans le Tanakh, machin, où la Torah est considérée comme le Tarshit, comme les Tfilin. On va mettre les Totafot Benenenu. Totefet, c'est aussi un Tarshit. Donc, le bijou, l'éclat dont nous nous parons quand on étudie la Torah, eh bien, c'est ce que Arsa, qui veut dire bijou, eh bien, vient dire à son père en lui disant qu'il nous faut la Torah à l'intérieur de la Malchut. Une remarque aussi de Laurent. Le territoire de Yehuda est très étendu, sans doute plus que les autres. Tout à fait, pas sans doute, il est plus étendu que celui des autres, mais il y a une raison très simple à cela. Rappelez-vous que lorsqu'on a vu la séparation bacchorale, eh bien, il avait marqué que selon le nombreux et selon le pas nombreux. C'est-à-dire que l'étendue du territoire dépend du nombre des Bnei Israël, enfin dans cette tribu-là. Et effectivement, la tribu de Yehuda est la plus nombreuse de toutes les tribus d'Israël. Les seuls qui ont un territoire plus grand que, en proportion que leur nombre, c'est les tribus de Réhouven et Gad. Parce qu'en fait, c'est les seuls qui ont demandé de s'installer dans des territoires si grands. Donc, ils ont des grandes tribus, bien que leur nombre ne soit pas aussi grand. Mais sinon, ça va en fonction du nombre. Bonjour, désolé, peut-être que vous l'avez dit, la côté Ashdod, Ashkelon, Gaza, fait partie de Canaan ou seulement d'Israël? De Canaan. Les frontières qui sont données comme implantation aux 12 tribus, c'est Eretz Kenaan. Donc, Ashdod, Ashkelon, Gaza, Eretz Kenaan. C'est-à-dire, c'est 100% de chez nous. Moi, j'avais une question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, Par rapport à la montée spirituelle et la route qui va de Yam HaMelach à Yerushalayim, est-ce qu'il y avait une raison pour que le bouc qu'on doit sacrifier à Azazel soit sacrifié sur cette route? ah ben évidemment, évidemment. Alors, toute l'idée, c'est quoi? C'est que le bouc qu'on amène à Azazel, qui est donc amené à Maale Michmash, eh bien, il représente le fait que nous dominons les forces négatives. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je sais qu'il y a des forces négatives, je sais où elles se trouvent, c'est moi qui les ai mis là, mais c'est moi qui donne l'ordre d'aller les nourrir. Donc comme ça, je les domine.
D'accord? D'accord, merci. Question de Meira. Oui, Raph, quelle est la différence entre Canaan et Israël? Ben, on avait déjà dit, il y a 2 promesses différentes qui ont été données au peuple juif par l'intermédiaire d'Abraham. Il y a la promesse de Eretz Kenaan et il y a aussi une autre promesse dans la Brit Ben Abetarim. Le Eretz Kenaan s'est promis dans la Brit Amila et dans la Brit Ben Abetarim, Dieu avait promis une grande terre, une beaucoup plus grande terre qui s'appelle Eretz Israël ou Eretz Azot, qui va depuis l'Égypte, le, le, le Nil, jusqu'à l'Euphrate, qui est plus grande que l'endroit où les tribus vont s'implanter. Donc il y en a un qui s'appelle Eretz Kenaan, c'est l'endroit de la Itnachalut, c'est l'endroit où la Kedusha est la plus importante. Ensuite, il y a Eretz Israël. Aujourd'hui, les endroits que nous possédons qui sont des représentants de Eretz Israël, c'est le Golan et c'est la région de la Harava et de Eilat. Alors, la Kedusha est moindre. La Kedusha est moindre dans le Golan qu'à Tel Aviv. Mais elle est quand même pas mal. C'est bien, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quelqu'un? A priori, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le cours? Il nous reste 2 minutes. Donc, si vous avez une question qui n'a rien à voir, c'est du bonus. Concernant le Mashiach, c'est pour savoir, il doit descendre du roi David, savoir si aujourd'hui on sait encore déterminer une certaine descendance. Il y a des gens qui sont des férus de leur généalogie et qui savent remonter très très loin. Et il y a des gens qui savent remonter jusqu'à certaines familles qui sont Meyouchassim, le roi David. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais il y a une personne qui remonte en droite ligne jusqu'à Rachi. Et Rachi, nous avons une tradition que lui, il venait du roi David. Et ce personnage, il s'appelle le Rav Uri Cherki. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, Et ben voilà. quand même. Ah ben voilà, maintenant tu comprends pourquoi il est tellement extraordinaire. Il est peut-être le Messie. Ah ben voilà, demandez-lui. Rav, en ce jour de après Yom HaAtzmaut, ne seriez-vous pas le Messie puisque vous descendez de Rachi? On n'y Voilà. manquera pas. Donc, Voilà. Ah, ce serait une J'aimerais belle bien avoir la réponse. surprise. Ça pourrait être drôle la réponse. Oui, Evelyne, dernière Merci, minute. merci Raph pour votre cours. Je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait aider à surmonter ces 3 montagnes difficiles à ceux qui n'ont pas encore fait leur alia. Ces 3 géants. Eh bien, ce qui peut aider, à mon avis, c'est que Caleb a réussi à les battre. C'est quand tu es cool aux lèvres, quand tu mets ton cœur complètement dans la volonté divine et que tu viens parce que c'est la volonté de Dieu et que donc tu mets ton cœur au diapason de celui d'Akadosh Baruch Hu, eh ben tu te rends compte que tu peux réussir à passer l'épreuve sécuritaire. C'est-à-dire que tu peux venir en Israël et emmener ton fils à l'armée et être fier comme tu ne l'as jamais été. Tu peux réussir à avoir une parnassa en Israël, Bezrat Hashem, et tu peux également te reconstruire une chevra, plein d'amis extraordinaires, Orod Vekelim, tout ça, en Israël. Donc il faut être Kalev, il faut être cool aux lèvres.